La ferme. La bâtisse est tout en longueur. Une habitation d'un côté, une de l'autre, et au milieu une étable. Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s'épuise, et un jour on glisse vers l'autre bout. C'est plus pratique, il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis quand l'un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l'autre bout, ça rassure, ça évite la solitude. Ils regardent en passant s'il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu. Ils s'arrêtent à un coup de vent pour mettre des bas avarices, recompter les cachets pour l'attention et s'agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus. Et un jour, ils remarquent que c'est devenu dur de se lever la nuit pour les vélages, que le corps fait mal. Ils le savent, bientôt, ce sera à leur tour d'aménager dans l'aile droite, d'occuper les pièces de la fin de vie. Tant qu'il reste la mémé, ça les rassure, c'est qu'ils ont du temps encore devant eux, une étable encore devant eux, avant l'autre bout. Alors oui, elle est fatigante parfois la mémé, à ne plus comprendre, à se mêler de tout, à parler du bon Dieu. Mais ils en prennent soin parce qu'ils ne sont pas pressés qu'elle laisse sa place, que le temps qui passe les fasse déménager à droite et dormir dans le lit où sont morts les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-arrière. Les enfants courent pour relier les deux bouts, ramener des œufs frais aux parents, des casseroles vides à la mémé. Ils trébuchent dans les calades et regardent leur avenir à travers ces vitres. Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on est dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite, et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. Elles sont alignées et rangées, elles aussi, selon un cycle. En entrant, les petits veaux, plus loin les génisses, ensuite les mères, et au fond les vieilles qui partiront bientôt. Les gamins apprennent tôt le métier, ils déambulent avec des bâtons derrière cette collection de culs. Ils savent ce que raconte leur vulve, quand ça gonfle, quand ça saigne, quand les queues se lèvent, que les reins se creusent, quand il faut appeler les parents, quand la vache a le mal de veau. Ils voient naître et ils voient mourir, parce que parfois ça arrive et qu'il faut bien s'endurcir. Ils voient aussi vieillir la mémé. On ne leur cache pas dans une maison de retraite, et il faudra qu'ils soient forts si c'est eux qui la trouvent inerte, un jour en ramenant quelques gamelles vides. La mort des veaux, tout petits, tout mignons, ça les entraîne à accepter la mort des anciens comme ils disent. Marion Fayolle, du même bois. Le vent et le soleil ont fané pour les voisins. Fauché le vendredi 7 juin, enfourné le samedi 8, le pré des Pibes, pas même besoin de retourner les rangs de fauche. Antoine a ouvert la fenêtre de l'évier qui donne sur le pré. Le soleil entre dans la cuisine, mais pas trop. La maison restera fraîche. Sa chaise est à la bonne place, les pieds et les jambes au soleil, la tête à l'ombre. Les machines vont et viennent, elles sont rouges et trapues. C'est Gilles le père qui conduit. Il va avaler ça dans l'après-midi, il s'y tient sans se presser. À la fin, Antoine comptera les ballots. Il le fait chaque année depuis qu'il a pris la retraite. Il sait ce que vaut les prêts des Pibes, autour de 40 balles, mais pas 50, comme certaines fois, pas cette année. Pas avec le temps qu'il a fait tout ce printemps, ce soleil qui leur est tombé dessus, avec des températures d'été dès le mois d'avril. La sécheresse, il s'en fout, lui, maintenant, de la sécheresse. Mais quand même, surtout pour ceux qui commencent. Ça complique les choses. On n'a pas ses rendements. Et il faut acheter de quoi nourrir les bêtes. Ensuite, il y a le cœur du pays. J'appelle paysage le cœur des pays, sur le plateau du Coiron et ailleurs. Le cœur du pays, volcanique et émacié, est marqué, couturé, jalonné de signes de traces tangibles. Le pays a aussi une histoire, elle est vieille comme le monde. Géologie et généalogie ne se sépareraient pas. Ici, quelque chose a eu lieu. Une histoire d'érosion, d'inversion entre calcaire et basalte. On parle joliment de relief inversé. Je lis aussi que le plateau du Coiron est l'un des bastions ultimes
du Massif central, campé à l'exacte confluence des régimes climatiques méditerranéens et continentaux. Ici donc, quelque chose a eu lieu dans la nuit longue des temps. Le relief et les pierres le disent, le racontent à qui veut, et sait le voir, le toucher, le déchiffrer de l'œil, de la main et du pied. C'est plus ou moins spectaculaire et manifeste, entre hiéroglyphes infimes, furtifs, graphiques, qu'il faut dénicher, et chicots gris ou bourrelets, maflus, digues et necks, falaises impérieuses, plis, fentes boisées, chemins opiniâtres, éboulis drapés qui arrêtent le regard et interrogent. C'est du pays puissant, ramassé, du pays têtu qui raconte et ne se laisse pas oublier. J'ai vu le chemin ouvert à la dynamite par l'arrière-grand-père de Florentin, et son grand-père, Étienne, nous a montré au bout de ce chemin les châtaigniers qu'il a greffés. J'ai vu les clôtures à moutons, l'abreuvoir, le trou de la source, la cabane perchée et 2 solides veaux charolais, mutins et crémeux, élevés au biberon. J'ai vu les chiens, les 3. J'ai vu les vaches placides. J'ai vu monter dans la lumière, à bout d'horizon et à l'aplomb exact d'un peuplier, devant la maison, le panache impavide de la centrale de Cruas. J'ai vu partout les 8 morts, avalés par la pyrale, leur résille grise, ce que ça fait aux pays et aux sangliers privés de leur retranchement débusqué. Je n'ai pas vu les vautours, mais on nous a parlé d'eux, de leur présence haute et du charnier. J'ai aimé le goût de l'air, enivré de jeûner dans le printemps glorieux, et le goût de l'herbe aussi, une herbe légère, fluide, labile et dansante, fauchée le vendredi par Gilles, le père de Florentin, brassée de soleil et de vent vif, et mise en ballot dans le feulement des machines, dès le lendemain, sans que les rangs de fauche eussent même été défaits. J'ai vu que ça continuait, que, toujours, les paysans sont vivaces et s'accrochent au pays. Le désir continue, le désir et la nécessité se nouent, c'est vital et organique. On a le feu sacré, et on n'en fait pas toute une histoire. C'est là, ça se déploie dans les plis et replis du pays, et au bord du ciel immense, et ça risque de durer dans la lumière et dans le vent. Le plateau, texte de Marie-Hélène Lafont. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. « Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ça n'était pas le vent. C'était tout simplement le ciel qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Jourdan essaya de réveiller sa femme. « Tu dors ? » ?»« Oui. »« Mais tu réponds ? » ?»« Non. »« Tu as vu la nuit ? » ?»« Non. » »« Il fait un clair superbe. » Elle resta sans répondre et fit aller un gros soupir, un claquer des lèvres et puis un mouvement d'épaule comme une qui se défait d'un fardeau. « Tu sais à quoi je pense ? » ?»« Non. »« J'ai envie d'aller labourer entre les amandiers. »« Oui. »« La pièce, là, devant le portail. »« Oui. » « En direction de Fra Joséphine. »« Oh, oui, dit-elle. » Elle bougea encore 2 ou 3 fois ses épaules, et finalement elle se coucha en plein sur le ventre, le visage dans l'oreiller. « Mais je veux dire maintenant, dit Jourdan. » Il se leva. Le parquet était froid, le pantalon de velours glacé. Il y avait des éclats de nuit partout dans la chambre. Dehors, on voyait presque comme en plein jour le plateau et la forêt grémonne. Les étoiles s'éparpillaient partout. Jourdan descendit à l'étable. Le cheval dormait debout.
Ah, dit-il, toi tu sais au moins. Voilà que tu n'as pas osé te coucher. Il ouvrit le grand ventail. Il donnait directement sur le large champ. On avait vu la lumière de la nuit, comme ça, sans vitres en elle et les yeux, on connaissait tout d'un coup la pureté. On s'apercevait que la lumière du fanal, avec son pétrole, était sale et qu'elle vivait avec du sang charbonné. Pas de lune, oh, pas de lune. On était comme dessous des braises, malgré ce début d'hiver et le froid. Le ciel sentait la cendre. C'est l'odeur des écorces d'amandier et de la forêt sèche. Jourdan pensa qu'il était temps de se servir du Brabant neuf. La charrue avait encore les muscles tout bleus de la dernière foire, elle sentait le magasin du marchand, mais elle avait l'air volonteuse. C'était l'occasion ou jamais. Le cheval s'était réveillé, il était venu jusque près de la porte pour regarder. Il y a sur la terre de beaux moments bien tranquilles. Si vraiment je l'attends parce qu'il doit venir, se dit Jourdan, il arrivera par une nuit comme celle-là. Il avait enfoncé le tranchant du coutre au commencement du champ, en tournant le dos à la ferme de Fra Joséphine et en direction de la forêt Grémone. Il aimait mieux labourer dans ce sens parce qu'il recevait en plein nez l'odeur des arbres. C'est le cheval qui de lui-même s'était placé de ce côté. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire. Tout parlait doucement au sens. La forêt, là-bas, était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui, il ne savait pas d'où il viendrait. Il ne savait pas s'il viendrait, il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font, et l'espérance humaine est un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi, ni comment. Le tout, c'est qu'après elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. Moi, je crois qu'il viendra, se dit Jourdan. Et puis, c'est bien vrai, la nuit était extraordinaire. Tout pouvait arriver dans une nuit pareille. Nous aurions beau temps que l'homme vienne. La vie des plateaux est dure, dure. Peu d'avoine, peu de blé, de la terre à l'œuf, tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt pâle, mais jamais noire, jamais grasse, fuyant le doigt avec une fourniture inhumaine, des herbes qui servent à qui sait qui. Non, à vrai dire, la vie des plateaux est une dureté. Jean Giono, que ma joie demeure. Regarde là, ma ville. Elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours Bidon. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres, l'herbe pousse. Pour y dormir, faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines. Bidon. Claude Nougaro. Ma ville. C'est ma ville, métisse par la voix câline, métisse par le bitume et la menue monnaie. Des cuisses africaines frappent le sol le long d'un canal qui médite. Mais une couleur suffit pas, un continent trop vague aligné par dialecte. T'es pas d'ici, va-t'en. Dans ma cité, pas très loin, il y a ceux qui sont des HLM. Ils sont de Malte ou de Jérusalem. Ils sont d'Oran, sans être oranais, et parlent à de vrais oranais qu'ont jamais vu Oran. C'est la guerre sans nom qui se lie à chaque prénom, celle des apatrides de la Méditerranée. Ils écoutent Macias et sa paix à 3 sous. Ils écoutent Iglesias quand c'est pas du Khaled et ses tempos bidons. Chacun refait sa ville, chacun de son côté. Ma ville a ses jardins où le bonheur s'arrête passé les 18 heures, des petits kiosques à la gloire de la patrie. Mais si tu fais du bruit,
Puis elle a des avions jolis comme des papillons. Mais à votre avis, qui les prend si ce n'est les marchands? Ma ville a ses vélos, autant de cadenas. Elle a ses lampadaires et autant de cailloux. Ma ville a tout du dernier cri, mais t'en sais pas le prix. J'en connais qu'ont pas les 100 sacs pour une toccata de Bach, des hordes de brunettes et de punis qui savent rien de la 9e symphonie. Tu me diras, ils s'en battent la bignole, ils ont la parabole. Depuis 2 ans déjà, papa nous avait réquisitionnés tous les 7. 2 années noires comme 12 chagrins réunis dans le cadran d'une horloge. Tous les jours, après l'école, il nous ramassait à la pelle pour aller bâtir ce qu'il allait vite devenir un cauchemar en briques, le cauchemar de notre adolescence. Tous les week-ends et durant toutes les vacances, c'était pelle, pioche et dégoûtage à souhait. On vomissait toute notre descendance, des lâches aux plus valeureux. 2 années sans fille, après 15 années sans. Quel programme! On a haï les chambres. Quand on n'a pas le sou, une maison se borne à n'être qu'un couloir, comme si être pauvre, c'est déjà vivre en prison. Les 2 années passèrent comme 10 à Cayenne. L'heure du déménagement sonna. C'était à la campagne. Un beau lotissement tout vert, mais loin de tout. J'avais pas 17 ans, j'avais pas le permis, plus de copains, il me restait le bus. 20 bornes, c'est pas rien quand le pipi frétille du secret des copines. 20 bornes et l'autobus, enfin, sauva ma vie. Le grand jour arriva de la rentrée scolaire. Je me pointais donc fébrile, les 6 autres derrière au rendez-vous des bus. Il fallait être à l'heure. Le bus n'attendait pas. Et si tu le loupais, la tannée, t'allais pas la manquer. L'école à la maison faisait la concurrence au tapis de la Mecque. Maman n'avait que ça de palpable à jouer. C'est l'école ou c'est moi qui vous mène en enfer. À quelques pas de l'abribus, oh, divine surprise, une nuée de couettes, de cheveux longs et courts attendait patiemment. Que des filles partout, des filles comme un panier de fruits, mais des fruits de cocagne, pas les machins des îles qui vous coûtent bonbons. C'était du fait maison, de l'écorce d'ici à l'odeur de la terre. C'était comme une récompense de ma chasteté. J'avais pourtant émis très tôt des vœux contraires. Ces belles étaient comme une vengeance, oui. Ce matin, donc, je me sentais revivre. L'oxygène, j'avais plus à le voler. C'était trop d'air, trop de français, trop de filles. Les visages étaient beaux et le recourbe-cils avait fait son boulot. Toutes ces fleurs allaient prendre le bus et avec moi, toute l'année, tous les matins, j'allais avoir mon petit rendez-vous avec le paradis, un paradis roulant, un harem ambulant dont j'étais le vizir. Je les revois monter une à une les marches. J'allais pas leur passer devant, vous rigolez. Je me disais en mon faible intérieur, après vous les gazelles, après vous. Livret de famille de Majid Cherfi. Les durs au village, qui incarnaient toutes les valeurs masculines tant célébrées, refusaient de se plier à la discipline scolaire et il était important pour lui d'avoir été un dur. Lorsque mon père disait d'un de mes frères ou de mes cousins qu'il était un dur, je percevais l'admiration dans sa voix. Ma mère lui a annoncé un jour qu'elle était enceinte. C'était au début des années 90. Elle allait avoir un garçon, moi, leur premier enfant. Mon père en a été très heureux. Au village, il n'importait pas seulement d'avoir été un dur, mais aussi de savoir faire de ces garçons des durs. Un père renforçait son identité masculine par ses fils auxquels il se devait de transmettre ses valeurs viriles. Et mon père le ferait. Il allait faire de moi un dur. C'était sa fierté d'homme qui était en jeu. Il avait décidé de m'appeler Eddie à cause des séries américaines qu'il regardait à la télévision. Toujours la télévision. Avec le nom de famille qu'il me transmettait, Belle Gueule, et tout le passé dont était chargé ce nom, j'allais donc me nommer Eddie Belle Gueule. Un nom de dur. Très vite, j'ai brisé les espoirs et les rêves de mon père. Édouard Louis, en finir avec Eddie Belle Gueule. 1, 2, 3, nous sommes aux abois. Pont d'Aubenas. Le pater était fier au départ, racontait sans cesse
Mon fils a de la gueule, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous verrez, ça va donner quand il sera grand, une flèche, un bolide. Il est petit, mais vous allez voir, il sera comme son père, celui-là. Il en a, il l'ouvre. On fera de lui un homme. Et il a tout fait pour. M'a traîné en treillis, chassé le sanglier, portant malgré ma taille une des lourdes carabines de l'armoire du salon, celle à la crosse en noyer qui me faisait baver. Il faut écouter les chiens, s'approcher, plaquer la joue sur la crosse, inspirer, expirer un peu, bloquer, viser au cœur, ne pas se rater. On traversait les fourrés, les forêts, les champs cultivés les dimanches. Plus je ramenais grive, faisan, lapin, et plus je grandissais. Il fallait voir sa fierté à mon premier sanglier. J'étais devenu homme, digne, fils, légitime d'eux, reconnu par le sang, bourrade d'épaules, mains ébouriffant mes cheveux, et billets de 100 francs devant les copains, clin d'œil pour aller voir les filles. Tu es un homme maintenant, un homme maintenant. En sursaut, sur la route en revenant des sommets rencontrés par les corbeaux et les châtaignes, le désastre. Par endroits, la route n'en est presque plus une. N'en a jamais été vraiment une, à peine une voie, un sale truc pour 3 mules dessinées par les habitudes, goudronné par désœuvrement après la décision fatiguée d'un conseil municipal. Cette pauvre chose vicinale a perduré en lacets, explosée à peine praticable. La forêt se moque des voiries, elle creuse ses ravins, dépose ses aiguilles, ses bogues et exhibe ses cicatrices pour souffler. Racines de pin déchirant la chaussée. On ne passe pas à deux, nulle part, et pourtant ça arrive. L'un recule alors, plusieurs mètres durant, pour s'esquicher sur le côté de quelques centimètres nécessaires à l'échange. Par ailleurs, ce n'est plus une route, ni même un chemin, juste un coupe-feu poussiéreux. Mais c'est un raccourci, et c'est ce qui m'importera ce soir, aller au plus vite d'un point à l'autre, malgré la distance de Villefort au plateau, il nous faudra couper à travers bois, déchirer la forêt, et aller au plus vite, au plus discret, malgré les heurts, malgré les virages, à flanc de précipice, en frôlant les crevasses. Julien d'Abrigeon, sombre aux abords. Restez par là. Jouez plutôt à côté de la ferme, qu'on puisse vous surveiller. Les gamins se glissent dans les carcasses de voitures, sous les sapins, à 2 pas de la porte d'entrée. Le plus grand monte côté conducteur, les petits sont à l'arrière. Ils s'imaginent partir en vacances. Ils n'ont jamais vu la mer. L'été, avec les foins, avec les bêtes, c'est pas possible d'aller sur la côte, même quelques jours. Et puis, qu'est-ce qu'ils iraient y faire ? Les gamins reçoivent des cartes postales des copains. Je m'amuse dans les grandes vagues et le soleil brille. Allez, on décolle, direction la plage. La mémé les regarde de loin, les surveille un peu. Vous n'avez pas froid ? Ils passent l'après-midi dans la fourgonnette. Et peu importe si elle n'a pas de roue, si des fougères et des épilobes ont poussé à l'intérieur, si les sièges sont recouverts de mousse. Peu importe. Peu importe si elle n'avance pas. Les gamins se relaient pour la conduire, et les parents ont beau leur faire signe pour qu'ils viennent manger, ils ne les entendent plus. Ils sont déjà loin. La tante et la mère de la gamine aussi s'inventaient des voyages quand elles avaient leur âge. On y croyait davantage. La carrosserie était moins rouillée. La nature ne s'était pas encore invitée à l'intérieur. Cette fourgonnette, elle contient toute leur adolescence. Elles y ramenaient des copains, les embrassaient sur la banquette arrière, fumaient leurs premières cigarettes, en s'imaginant enroulées à fond sur l'autoroute. Mais ni elles, ni le fourgon n'ont jamais vu la Méditerranée. C'est pas très loin pourtant. Quand elles seront à la retraite, elles s'inscriront peut-être à une sortie organisée. Est-ce qu'elle sera encore là, dans des années, cette fourgonnette ? Est-ce que les enfants des enfants pourront la conduire jusqu'aux grandes plages de Camargue ? Regardez comme elle s'enlise dans le paysage. On ne pourra bientôt plus distinguer l'avant de l'arrière, dire si elle est sur le départ ou sur le retour.
La forêt pousse à l'intérieur, pousse les souvenirs, les mauvaises herbes s'allongent sur la banquette, prennent la place des jolis garçons. Les racines s'y mettent à plusieurs pour ne pas les laisser partir, ni la fourgonnette, ni les gamins dedans. Ça saute, ça fonce dans les clôtures, ça lève le cul, ça se carambole, ça fait des glissades, ça pète, c'est la première fois que les petits veaux sortent de l'étable. Ça danse, ça explose, ça sursaute, ça s'entrechoque. Ils découvrent l'immensité, l'air, les couleurs du dehors. Ils ne savaient pas que leurs pattes pouvaient bouger si vite, que leur mère pouvait s'éloigner autant, que le sol pouvait se manger, qu'il existait un ciel avec des nuages et des oiseaux accrochés dedans. Ça prend le jus, ça la chiasse, ça tremble un peu, ça ne retrouve plus sa mère. Ça s'inquiète quand tout devient noir, ça cherche à rentrer. Ça lui a fait ça aussi à la mère de la gamine, quand elle a quitté la ferme, qu'elle est partie étudier de l'autre côté des montagnes. Une danse, une explosion, la découverte du dehors. Ça grouillait, ça s'agitait, ça klaxonnait, ça se bousculait, ça fumait, ça s'embrassait, ça clignotait, ça brillait, ça coûtait cher, ça dormait par terre. Elle ne savait pas qu'on pouvait vivre aussi serré, marcher des heures sans voir le ciel, monter des escaliers sans les monter. Elle découvrait les cinémas, les baisers dans les cinémas, les baisers là où ça ne se fait pas. Elle piétinait la ville, la ruminait, découvrait que c'était possible de s'éloigner de sa mère. Elle craignait d'avoir peur du noir, comme les veaux, d'avoir envie de rentrer. Mais ici, le noir n'existe pas. Les vitrines restent éclairées, les fenêtres, haut dans le ciel, prennent la place des étoiles. Du même bois, Marion Fayolle. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manières. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe le dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils ne me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux, et qu'il faut que je trouve encore un poste d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière, que je reviendrai un de ces dimanches passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Alors ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Michel Delpech, le Loir-et-Cher. La mémoire du delta, telle que Martha la lui avait décrite, hantait souvent l'imaginaire de Sachot. Il pensait à tous ces moines reclus au monastère, à toutes ces personnes recluses dans la prison, à toutes ces eaux recluses entre les digues. Il se demandait si cette somme de réclusion avait été le prix à payer par ceux d'avant eux, afin que les Serbanes puissent vivre à l'abri de la fureur urbaine dans cet espace sauvage qu'ils n'auraient échangé pour rien au monde. La petite phrase incisive de tante Martha, « Vous aussi, d'une certaine façon, vous êtes reclus dans ce delta », n'avait rien modifié à son appréciation. Sachot préférait être cloîtré dans un royaume que cloquemuré dans un appartement. Mais la venue récente des agents de la ville sur leurs terres, qui n'étaient pas les leurs et qu'ils ne pouvaient justifier comme tels par aucun acte de propriété, le tourmentait. Il avait été question d'un projet de réserve pour la faune et la flore, un vaste programme écologique soutenu par l'Europe, au sein duquel les Serbanes n'auraient plus leur place. Sachot l'avait compris malgré les tentatives d'apaisement et les mots rassurants. Le monde allait ainsi. Les hommes devaient donc vivre séparés des bêtes et des arbres. Le pacte de cohabitation qui avait perduré pendant 20 ans dans le delta allait être abrogé au profit d'une mise en scène où se tiendraient d'un côté les hommes muets en spectateurs et de l'autre les animaux se donnant en spectacle. Tante Martha avait expliqué à Sachot combien, sous le couvert de bonnes intentions, les décisions sont parfois contraires à leur objectif premier. Elle s'était désolée pour les Serbanes, mais également pour la préservation du delta,
puisque les aménagements pédagogiques et la venue de centaines de visiteurs perturberaient la vie sauvage davantage que la présence d'une famille au sein d'une cabane. Elle avait déploré qu'on pût ainsi rayer les Serbanes de la carte de Vakareshti. À présent, il était colérique et injurieux. Et ce n'était pas le village douloureux de Sachau qui provoquait son ire. Les agents de la ville étaient revenus. Le gros bonhomme qui les accompagnait avait montré des plans avec des pointillés verts englobant tout le périmètre de Vakareshti. 200 hectares à aménager pour observer les oiseaux, les batraciens, les renards. Et quoi d'autre, monsieur Serbagne? Y a-t-il des espèces que vous auriez vues ici, vous ou vos fils, qui connaissent si bien ce territoire? Il faudra demander à vos fils des loutres. Avez-vous déjà vu des loutres? Ce serait une bonne nouvelle, ça. La loutre est une espèce protégée, vous savez, alors ça faciliterait la reconnaissance de la réserve. Ah oui, monsieur Serban, si vous pouviez nous trouver des loutres, vraiment, ce serait formidable. Un grand projet, oui, l'Europe, comme on vous l'a déjà dit, monsieur Serban, l'Europe sera de la partie, faut bien financer. Des sentiers pour les piétons et un long circuit praticable à vélo avec des postes d'observation. Pour accueillir des enfants, des touristes, tout ça aux portes de Bucarest. Un modèle de réserve naturelle, urbaine aux yeux du monde. Bien sûr, il faudra détruire la cabane et déménager. La faune a besoin de calme pour se reproduire. Et il faut bien rendre tout ça parfaitement propre. Vous comprenez, monsieur Serban? Vous comprenez? Madame Ponant vous trouvera un logement en ville et vos enfants iront enfin à l'école. Les plus grands pourront travailler pour la réserve. Pourquoi pas, hein? Monsieur Serban, pourquoi pas? Ceux du lac, Corinne Royer. Pour eux qui venaient de la ville, le silence de la vieille maison de campagne était vraiment exagéré. Un tel bloc hermétique de silence qu'il semblait qu'une attente y fût cachée, comme si les murs, les poutres, les meubles, tout retenait leur respiration. Et puis Maria dit paisiblement : « Carlo, qu'y a-t-il dans le jardin ?»« Dans le jardin ? Carlo, je t'en prie, puisque tu es encore debout, est-ce que tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil dehors ? J'ai comme la sensation qu'il y a quelqu'un. Quelle idée! Qui veux-tu qu'il y ait dans le jardin en ce moment? Les voleurs ? Oh, je t'en prie, Carlo, va jeter un coup d'œil. » Il se leva, ouvrit la fenêtre et les volets, regarda dehors, resta stupéfait. Il y avait eu de l'orage l'après-midi et maintenant, dans une atmosphère d'une incroyable pureté, la lune sur son déclin éclairait de façon extraordinaire le jardin, immobile, désert et silencieux, parce que les grillons et les grenouilles faisaient justement partie du silence. « Carlo !» appela Maria de son lit, inquiète en voyant qu'il restait immobile à regarder. « Qui est là ?» Il referma la fenêtre, laissant les volets ouverts, et il se retourna. « Personne, ma chérie. Il y a une lune formidable. Je n'ai jamais vu une semblable paix. » Il reprit son livre et retourna s'asseoir sur le divan. Il était 11h10. À ce moment précis, à l'extrémité sud-est du jardin, dans l'ombre projetée par les charmes, le couvercle d'une trappe dissimulée dans l'herbe commença à se soulever doucement, par à coups, se déplaçant de côté et libérant l'ouverture d'une étroite galerie qui se perdait sous terre. D'un bond, un être trapu et noirâtre déboucha et se mit à courir frénétiquement, en zigzag. Suspendu à une tige, un bébé sauterelle reposait, heureux, son abdomen vert palpitait gracieusement au rythme de sa respiration. Les crochets de l'araignée noire se plongèrent avec rage dans le thorax et le déchirèrent. Le petit corps se contorsionna, détendant ses longues pattes postérieures, une seule fois. Déjà, les horribles crocs avaient arraché la tête, et maintenant, ils fouillaient dans le ventre. Mais tout dans le jardin
était poésie et calme divin. Une seringue empoisonnée s'enfonça dans la pulpe tendre d'un escargot qui s'acheminait vers le jardin potager. Il réussit à parcourir encore 2 centimètres avec la tête qui lui tournait, et puis il s'aperçut que son pied ne lui obéissait plus, et il comprit qu'il était perdu. Bien que sa conscience fût obscurcie, il sentit les mandibules de la larve assaillante qui déchiquetait furieusement des morceaux de sa chair, creusant d'atroces cavernes dans son beau corps gras et élastique, dont il était si fier. Dans la dernière palpitation de son ignominieuse agonie, il eut encore le temps de remarquer, avec une lueur de réconfort, que la larve maudite avait été harponnée par une araignée-loup et lacérée en un éclair. En regardant, on ne voyait rien. Tout dans le jardin était poésie et divine tranquillité. La kermesse de la mort avait commencé au crépuscule. Maintenant, elle était au paroxysme de la frénésie. Et elle continuerait jusqu'à l'aube. Partout, ce n'était que massacre, supplice, tuerie. Comme si dans une grande ville, chaque nuit, des dizaines de milliers de malandrins assoiffés de sang et armés jusqu'aux dents sortaient de leurs tanières, pénétraient dans les maisons et égorgeaient les gens pendant leur sommeil. Là-bas, dans le fond, le carousel des grillons vient de se taire à l'improviste, gobé méchamment par une taupe. Près de la haie, la petite lampe de la luciole broyée par la dent d'un scarabée s'éteint. Le chant de la rainette, étouffé par une couleuvre, devient un sanglot. Et c'est la même chose dans la campagne environnante. Et c'est toujours la même chose au-delà des montagnes aux reflets vitreux sous la lune, pâle et mystérieuse. Et dans le monde entier, c'est la même chose. Partout. À peine descend la nuit, extermination, anéantissement et carnage. Et quand la nuit se dissipe et que le soleil apparaît, un autre carnage commence, avec d'autres assassins de grand chemin, mais d'une égale férocité. Il en a toujours été ainsi depuis l'origine des temps, et il en sera de même pendant des siècles, jusqu'à la fin du monde. Extrait de Douce nuit de Tino Buzzati, un recueil de nouvelles, Le Cas. Et maintenant ? Dans la cacophonie des nouvelles apocalyptiques qui nous assourdissent quotidiennement, il y a quelques bonnes nouvelles. La forêt revient et le mieux à faire est de ne surtout rien faire. Il faut lui laisser le temps et l'opportunité de vieillir et d'évoluer à sa guise et sans contrainte. Dans son sillage, elle a entraîné la réapparition de nombreuses espèces qui avaient disparu de notre pays depuis longtemps. Voilà une liste réjouissante. Pique noir, cigogne noire, chouette de Tangmalm, hibou grand-duc, phoque gris, loutre, castor, cerf, bouquetin, chamois, marmotte, 4 espèces de vautours, aigle royal, balbuzard pêcheur, faucon pèlerin, saumon atlantique, alose, esturgeon, mérou brun, cachalot, rorqual, fou de bassan, lynx boréal, loup gris, ours brun et tant d'autres encore. Stéphane Durand, 20 000 ans ou la grande histoire de la nature. J'ai de la chance, ce matin elle est là. Le teint mat, un air sérieux, des cheveux bruns. Elle est protégée des pieds à la tête contre le froid, elle porte un bonnet. Pour ne pas la déranger, je me suis caché derrière un arbre. À vrai dire, ce n'est pas elle qui m'intéresse, mais ce qu'elle fait. Oh, ce n'est presque rien, un geste, un détail, mais il fait passer un brin de lumière dans la grisaille de ma vie. Alors chaque fois que je me rends tôt le matin au parc de la Tête d'Or, je viens voir près du cèdre du Liban si elle est là. C'est comme une cérémonie, toujours la même. De sa poche, elle sort ce qui doit être des graines qu'elle place sur sa main droite. Elle lève la main à hauteur de son épaule, elle ouvre la paume bien à plat. Puis elle se fige, le menton haut, sans bouger. Elle attend 1 ou 2 minutes, mais guère plus. Soudain, une mésange jaillit du cèdre et vient se poser sur le bout de ses doigts. De son bec, elle attrape une graine et repart. J'ai le cœur à l'arrêt, toute pensée suspendue.
Un autre oiseau s'approche, il se serre et repart. Cela dure à peine 1 seconde, mais cette seconde me bouleverse. Peut-être que cette fille a un secret pour attirer ainsi les oiseaux. Au parc, les mésanges ne s'approchent jamais de moi. Elles sont sauvages et c'est bien normal. Avec cette fille, c'est différent. Je ne sais par quel mystère elles lui font confiance. Elle a dû mettre des années pour gagner cette seconde de contact. Quel contact il me reste à moi, alors que plus personne ne me prend par la main dans un parc. Sophie d'Ivry, fantastique histoire d'amour. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Et la môme du 8e, le HLM. Et puis il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8e pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants, et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la môme du 8e, le HLM. Renaud, dans mon HLM. La ressemblance. Les enfants, les bébés, ils les appellent les petits toux. Et c'est vrai qu'ils sont des petits toux, qu'ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu des arrière-grands-parents, un peu de tous ceux qui sont morts, il y a si longtemps. Des petits toux, tout ce qu'ils leur ont transmis, caché, inventé, tout. Des bouquets d'histoires, de silences, d'émotions, de gènes, de cellules. Des collages de lèvres, d'oreilles, de regards, de cils, de traits et d'odeurs. Des discordes, des secrets, des réconciliations. C'est pas toujours facile d'être un petit tout, d'avoir en soi autant d'histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi. Marion Fayolle, du même bois.